Son histoire vraie en Californie a commencé ainsi. Ma fille a crié. Sortez, ou j'appelle la police. Alors je suis parti. Et j'ai appelé l'agent immobilier à la place. Elle pensait que je n'avais nulle part où aller. J'avais reçu 3 offres avant le coucher du soleil. C'était le genre de samedi après-midi qui fait la renommée de la Californie, un soleil chaud drapant les pelouses fraîchement coupées, le bourdonnement des conversations informelles flottant au-dessus du doux tintement des verres à vin, les rires se répandant dans la rue comme de la musique provenant d'une fenêtre ouverte. Lorraine avait invité son public habituel, des collègues de son entreprise, quelques amis golfeurs d'Eric et quelques femmes du groupe de fitness de son quartier. Moi, Evelyn McCollins, je restais là où je restais toujours, juste à l'écart de la conversation, niché dans la cuisine. J'ai sorti du four un plateau de biscuits sablés encore chauds, une vieille recette transmise par ma mère. Je les ai soigneusement rangés, j'ai essuyé mes mains sur mon tablier et je les ai portés sur la terrasse avec la même grâce prudente que j'avais apprise en tant que jeune marié. L'arrière-cour bourdonnait de bavardage. Lorraine se tenait au centre, un cocktail à la main, riant trop fort, faisant des gestes trop larges. Son carré blond se balançait à chaque mot. J'ai attiré l'attention d'Eric en sortant. Il fit un sourire poli, puis détourna le regard. Des biscuits, tout le monde, dis-je doucement en lui offrant le plateau. Le groupe s'est tourné vers moi, certains ont pris une friandise par politesse. Une femme mordit et murmura. C'est à ce moment-là que Lorraine a ri. Oh, elle reste juste ici, dit-elle en me faisant signe comme si j'étais un élément fixe, comme un parasite. Le rire qui a suivi n'était pas cruel, juste inconfortable, nerveux. Mais ça a fait l'effet d'une gifle. Je n'ai rien dit. Je suis resté là, tenant ce plateau, faisant comme si mes mains ne tremblaient pas. J'ai baissé les yeux. Eric évitait mon regard. Personne ne l'a corrigé. Personne ne lui a demandé d'arrêter. Je suis retourné dans la maison et j'ai posé le plateau sur le comptoir. J'ai passé le reste de la soirée en silence, à ramasser les verres vides, à gratter les assiettes, à rincer la vaisselle que personne ne me remercierait de laver. Au moment où le dernier invité est parti et que les talons de Lorraine ont claqué à l'étage, j'étais encore en train d'essuyer le comptoir en granit jusqu'à ce qu'il brille. Eric passa derrière moi, marmonnant à moitié. « Merci, Evelyne. » Et disparut. Pas « maman ». Pas même « belle-mère ». Juste Evelyne. 3 jours plus tard, j'étais à nouveau seul dans la cuisine, en train de préparer mon thé du matin. J'ai cherché une tasse dans le placard et, dans ma hâte maladroite, j'ai enlevé un grand verre du séchoir. Il s'est brisé sur le sol carrelé avec un fracas sec et résonnant. Bon sang, murmurai-je en me penchant pour ramasser les éclats. Je n'ai même pas entendu Lorraine entrer. Qu'est-ce que tu as fait maintenant, aboya-t-elle. Je suis vraiment désolé, Elle a levé la main pour m'arrêter. Tu devrais connaître ta place, dit-elle d'une voix tendue. Je ne pense pas que tu aies le droit d'être ici. Je levai les yeux vers elle, des morceaux de verre toujours dans ma main. Seigneur, non, rétorqua-t-elle. Tu penses que juste parce que tu es vieux, tu as des droits? Tu penses que vivre ici est une sorte de récompense pour être passif-agressif et ramasser les miettes? Je ne voulais pas. Je jure devant Dieu, siffla-t-elle. Si tu ne sors pas de cette maison, j'appellerai la police. Je me suis figé. Lorraine avait toujours été brusque, voire grossière. Mais ça, c'était différent. Je suis ta mère, dis-je doucement. Ceci est à moi. Tu penses que ça compte, coupa-t-elle en sortant son téléphone de sa poche arrière. Sors maintenant, ou je te jure. Je pensais qu'elle bluffait. Jusqu'à ce que je voie son pouce toucher l'écran. J'ai entendu la tonalité. Et je la regardais appuyer le téléphone contre son oreille. Bonjour, oui, dit-elle calmement. Je dois déposer une plainte pour intrusion. Je n'ai pas entendu le reste. Je suis passé devant elle, je suis sorti par la porte arrière et je suis entré dans le jardin où mon romarin et mes marguerites fleurissaient encore. Je me tenais parmi eux, le souffle court. Le soleil est soudainement devenu trop brillant. Ce jardin avait été le mien. La terre sous mes ongles. Les graines que j'ai plantées. Les après-midi que j'ai passés à tailler avec soin et espoir. C'était le seul endroit dans cette maison qui me ressemblait encore. Et pourtant, même ici, sa voix m'est parvenue aiguë et certaine parlant à quelqu'un à l'autre bout du fil. Elle le faisait vraiment. Elle appelait la police. À ce moment-là,
debout pieds nus sur la terrasse arrière, entouré de tout ce que j'avais cultivé, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas voulu affronter depuis des mois, peut-être même des années. Lorraine ne me voyait pas comme une mère. Pas plus. Elle me voyait comme un obstacle. Une honte. Un fardeau à enlever. Et pour la première fois depuis la mort de Paul, je ne me sentais pas vieux. Je ne me sentais pas fatigué. Je me sentais éveillé. Froid et éveillé. Ce n'était plus ma maison. Mais c'était toujours ma maison. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, j'allais faire comme si c'était le cas. C'était au printemps 1983 lorsque Paul et moi avons mis les pieds pour la première fois dans cette vieille maison victorienne à rénover, nichée dans une rue calme d'une banlieue endormie de Californie. La peinture s'écaillait. Les planchers craquaient à chaque pas. Et les carreaux de la cuisine semblaient ne pas avoir été touchés depuis les années 1950. Mais pour nous, c'était un château. Nous étions mariés depuis 16 ans à ce moment-là, 16 ans à pointer tôt, à pointer tard, à économiser chaque centime. Nous n'avons pas passé notre lune de miel à Paris. Nous avons passé notre lune de miel dans une cabane empruntée dans le nord de l'État, cuisiné du chili en conserve sur une cuisinière portable et bu du chocolat chaud sous une couverture. C'était notre style, pas d'extravagance, juste de l'effort. Paul passa sa main le long de la rampe ce jour-là et sourit comme un homme regardant son avenir prendre forme. Il a de bonnes bases, a-t-il déclaré. Comme nous. Et donc nous l'avons acheté la maison fatiguée avec des volets ébréchés et une pelouse inégale et nous en avons fait notre maison. Je me souviens avoir peint les murs du salon ensemble un matin d'été. Paul était en équilibre sur une échelle, vêtu d'un jean délavé, fredonnant de vieilles chansons country à voix basse. Lorraine, âgée de seulement 6 ans, dansait pieds nus sur les bâches, ses cheveux attachés en 2 couettes en désordre. « Attention, bébé », l'avertit Paul en souriant. « Ou alors maman va te peindre à la place des murs. » Elle gloussa, tournoyant en rond, une tache verte déjà sur sa joue. Nous n'avions pas grand-chose. Mais nous avions de la chaleur. Dîner sur le porche. Costume d'Halloween fait maison. Rideaux cousus à la main. Un jardin d'arrière-cour qui contenait plus de mauvaises herbes que de légumes. Mais le mien, quand même. Cette maison nous a vu devenir une famille. J'ai vu Paul pleurer quand il a été licencié, puis applaudir quand il a trouvé un emploi de réparateur de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Il a vu des anniversaires, des genoux écorchés, des projets scolaires, des nuits blanches. Il contenait nos souvenirs, gravés dans son bois même. Et quand Paul est tombé malade en 2006, ce fut notre dernier chapitre. Nous avons transformé le bureau du rez-de-chaussée en chambre pour lui, car les escaliers étaient devenus trop nombreux. J'ai cuisiné de la soupe. Je lui ai frotté le dos pendant les pires nuits. Il est décédé tranquillement un matin dans cette même pièce. La lumière du soleil traverse les stores. Je suis resté dans la maison pendant 5 ans de plus. Chaque craquement, chaque coin, portait sa voix. Parfois, je passais devant le salon et j'étais sûr de l'entendre fredonner. Mais le chagrin a tendance à vider même les espaces les plus chaleureux. En 2011, Lorraine m'a suggéré d'emménager avec elle et Eric. Ce sera mieux pour nous deux, a-t-elle déclaré. Tu ne seras plus seul. Et nous avons la place. Au début, j'ai résisté. Après tout, la maison était à moi. Ce n'était pas grandiose, mais c'était à moi. Et ça sentait encore légèrement l'après-rasage de Paul. Mais la solitude est une chose délicate. Cela peut même donner l'impression que les fantômes sont une compagnie. Alors j'ai accepté. J'ai fait mes valises. Les photos de mariage. La vaisselle. Les souvenirs. Et j'ai remis les clés à un gestionnaire immobilier pour louer la maison pour générer des revenus. J'ai emménagé dans la chambre d'amis de la maison de banlieue à 2 étages de Lorraine. Je pensais que je serais à nouveau entouré de chaleur. Au début, c'était agréable. Lorraine m'a apporté du thé. Eric m'a aidé à installer mes étagères. Je pensais. C'est peut-être le prochain chapitre. Une maison partagée. Une seconde chance de rapprochement familial. Mais au fil du temps, les lignes se sont estompées. Elle a commencé à réorganiser mes affaires. Mon panier à tricot a disparu. Mon ancienne horloge a été remplacée par une élégante horloge numérique. La maison commençait à ressembler moins à la nôtre et plus à la sienne. Comme si j'étais un visiteur. Puis vinrent les règles. Pas d'ail bouillant.
Ne regardez pas la télévision après 22 heures. Aucun invité sans son accord. Un jour, elle m'a dit gentiment que mes pots de jardin sur la terrasse donnaient l'impression que l'espace était encombré. J'ai obéi. J'ai toujours obéi. Mais quelque chose en moi avait commencé à changer. Il existe un type unique de chagrin d'amour qui ne vient pas d'étrangers, mais de quelqu'un que tu as élevé. Quelqu'un que vous avez tenu dans vos bras un jour alors qu'il pleurait à cause de ses genoux écorchés et de ses ours en peluche perdus. Pourtant, j'ai tenu bon. Je me suis dit que c'était temporaire. Cette famille était synonyme de patience. Ce que Lorraine ne savait pas. Et je n'ai jamais pensé à demander. Était-ce la vieille maison, celle que Paul et moi avons achetée et dans laquelle nous avons construit notre vie? Il m'appartenait toujours. Le titre? L'acte. Chaque centimètre de bois et de carrelage. Même après avoir déménagé. Je n'ai jamais transféré la propriété. Pas à Lorraine. À personne. J'ai gardé les documents dans un tiroir fermé à clé. Caché derrière de vieilles lettres et photographies. Parce que quelque chose en moi. Même au début. Je n'avais pas entièrement confiance au réconfort qu'elle offrait. C'était peut-être l'instinct maternel. Peut-être que c'était simplement parce que je savais que certaines choses, comme la maison, ne devaient pas être cédées trop facilement. Et alors que j'étais assis dans la petite chambre d'amis de la maison de Lorraine. En me souvenant du sourire de Paul. L'odeur de la peinture. Et les rires de notre fille résonnent à travers les murs d'une maison à moitié rénovée. J'ai réalisé ceci. J'avais assez donné. Quand Lorraine a épousé Eric, j'ai pensé que ce serait une bonne chose. Il était calme, respectueux, il m'a tenu la porte ouverte. Le genre d'homme qui proposait toujours de porter les courses et ne l'interrompait jamais. Mais ce que je n'avais pas réalisé. C'est que même les hommes calmes peuvent devenir complices du silence. Ouvrir des portes et porter des courses ne signifie pas défendre quelqu'un quand cela compte vraiment. Eric a vu Lorraine devenir froide envers moi. J'ai vu ses paroles devenir plus dures, ses règles plus strictes, sa gentillesse plus mince de jour en jour. Et il n'a rien dit. Un soir, je suis passé devant leur chambre et j'ai entendu mon nom. Mentionné comme un inconvénient, un problème logistique à résoudre. Elle devient de plus en plus difficile à gérer, a déclaré Lorraine. Elle ne restera plus très longtemps ici, répondit Eric. C'est à ce moment-là que le dernier fil s'est rompu. Le lendemain matin, j'ai appelé l'agent immobilier. Je lui ai dit que j'étais prêt. Le soir, j'avais 3 offres. Ma maison se tenait toujours fière, usée mais enracinée. Les acheteurs n'étaient pas des investisseurs, ni des spéculateurs, ni des promoteurs. Mais les gens. Un couple avec 2 jeunes enfants qui a dit qu'il rêvait de cultiver des tomates dans le jardin. Un instituteur qui aimait la baie vitrée du bureau. Une infirmière qui souriait en entendant les marches grinçantes et disait « de bons os ». J'ai choisi le professeur. Je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être parce qu'elle s'est arrêtée dans le couloir et a murmuré. On a l'impression que quelqu'un a vécu ici. Comme quelqu'un aimait ici. J'ai signé les papiers la semaine suivante. J'ai fermé la porte de la chambre d'amis derrière moi. Laissé Lorraine et Eric dans leur silence immaculé de 2 étages. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas pleuré. Je suis parti de la même manière que j'étais arrivé. Avec des mains calmes, un dos droit et une grâce que personne ne remarquait à part moi. Et maintenant? Maintenant, je suis assis sur un petit porche dans une autre ville. Mon romarin pousse dans un pot en terre cuite à côté de moi. Mes marguerites se penchent vers le soleil. L'air sent le café et la terre. Personne n'élève la voix ici. Personne ne me demande de déplacer mes tasses de thé, de changer de chaîne ou de cacher ma vie dans l'arrière-salle. Ici, je ne suis pas un fardeau. Je ne suis pas un élément fixe. Je ne suis pas invisible. Je suis une femme qui a construit une maison. J'ai aimé un homme jusqu'à la fin. J'ai élevé une fille qui a oublié d'où elle venait. Et j'ai quand même choisi la paix plutôt que l'amertume. Ce n'est pas une vengeance. Ce n'est pas de la colère. C'est revenant à moi-même. C'est recommencer. C'est le mien. Et puis c'est arrivé, le silence d'Eric est devenu un refuge, non pas pour moi, mais pour la cruauté de Lorraine. Cela a commencé petit, comme c'est souvent le cas. Maman,
tu devrais peut-être éviter de cuisiner avec de la sauce de poisson. L'odeur persiste. Pourrions-nous éviter les fritures pendant la semaine? Ça ne me paraît pas sain. Peux-tu essayer d'être dans ta chambre à 21h? On essaie de créer une routine nocturne apaisante. Au début, je n'ai pas protesté. Je ne voulais pas être un fardeau. J'ai rangé derrière moi, j'ai rangé mes pantoufles soigneusement près de la porte, j'ai plié le linge plus serré que nécessaire. J'ai essayé de me faire petite. Puis vinrent les règles. Pas d'invités. Pas de musique sauf avec des écouteurs. Pas de séchage du linge à l'extérieur. N'achetez plus de plantes, elles encombrent l'esthétique. Finalement, j'ai réalisé que mon monde s'était réduit à une seule pièce et à un seul rôle, rester invisible. J'avais le droit de cuisiner, de nettoyer, d'arroser le jardin, mais pas de le décorer, ni d'y vivre. Je suis devenu ce que Lorraine avait dit un jour à ses amis que j'aimais être, serviable. Mais je n'avais plus l'impression d'être aidé, mais plutôt de me sentir esclave. Elle n'a jamais dit merci. Elle n'était pas obligée de le faire. Je balayais le porche tous les matins. Je préparais leur déjeuner quand elle travaillait tard. J'ai arrosé ses rosiers même quand elle oubliait qu'ils existaient. J'étais la femme de ménage non rémunérée. Le fantôme dans le couloir. Mais les fantômes entendent des choses. Une nuit, je suis descendu tranquillement pour réchauffer un verre de lait. Je me suis arrêté au bord de la cuisine quand je les ai entendus parler dans le salon. Elle est toujours là, a déclaré Lorraine. Eric a marmonné quelque chose que je n'ai pas pu comprendre. Elle nous épuise, a poursuivi Lorraine. Elle est épuisante, comme un fouillis émotionnel. Je me tenais dans le noir, tenant le verre, les mains tremblantes. Le couloir était froid, mais mes oreilles brûlaient. Désordre émotionnel. C'est ce que j'étais devenu pour elle. Pas une mère. Pas une veuve essayant de trouver la paix dans la seule famille qui lui restait. Juste un tas de déchets poussiéreux dans un coin. J'ai reculé avant qu'il ne me voie. Je suis resté assis seul dans ma chambre pendant des heures, le lait oublié depuis longtemps. Mais je n'ai rien dit. Pas le lendemain matin. Pas celui d'après. C'est ça le problème avec le silence. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un registre. Et je prenais des notes. Lorraine ne criait pas souvent. Elle préférait le lent murmure du dédain. Mais un soir, elle a glissé. Nous dînions avec deux amis d'Eric, des hommes d'affaires, ceux qui se disent investisseurs mais qui ne semblent investir que dans les cigares et les voitures de sport. La table était soigneusement dressée. J'avais passé la journée à préparer du poulet rôti, de la purée de pommes de terre et des haricots verts, tout cela à partir de zéro. Cela sentait comme un souvenir d'années meilleures. Au milieu du dîner, l'un des hommes a plaisanté, « Ce poulet est incroyable. Seigneur, c'est toi qui l'as cuisiné. » Lorraine a ri sans perdre une seconde. Oh mon Dieu, non. C'est le travail de notre pique-assiette. La pièce devint silencieuse, pendant une seconde de trop. Puis, le rire. Superficiel. Forcé. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement souri. Eric m'a jeté un coup d'œil, puis a rapidement baissé les yeux. Résident pique-assiette. C'est comme ça qu'elle m'a appelé. Aux étrangers. En ma présence. Dans la maison que Paul et moi avons construite avec des sous et de l'espoir. Je me suis excusé avant le dessert. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas claqué les portes. Mais je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assis dans mon lit et j'ai regardé le plafond. Chaque mot qu'elle avait dit s'accumulait comme des murs entre nous. Elle n'était pas la fille que j'avais élevée. La fille que j'ai élevée m'a tenu la main sous la pluie parce qu'elle avait peur du tonnerre. Elle avait l'habitude de dire, « Tu es ma personne préférée, maman. » Cette fille a disparu quelque part en chemin. Peut-être remplacée par l'ambition. Par ressentiment. Par une version de l'âge adulte qui n'avait pas de place pour la douceur. Mais elle a oublié quelque chose. La maison qu'elle dirigeait désormais, avec ses meubles design et ses kits repas, il m'appartenait toujours. Cela a toujours été le cas. Et la femme qu'elle a traitée de profiteuse? Elle avait toujours l'acte. C'est arrivé un jeudi après-midi. Une de ces heures tranquilles où le soleil brillait à travers les stores et où la maison sentait légèrement le nettoyant au citron. Je pliais le linge, le mien, celui de Lorraine, celui d'Eric. J'ai même assorti leurs chaussettes. Les vieilles habitudes ont la vie dure.
Lorraine est entrée dans la pièce en tenant un dossier élégant. Elle s'est assise en face de moi, les jambes croisées comme une femme d'affaires sur le point de conclure une vente. « Maman, commença-t-elle, trop doucement. J'ai besoin d'une faveur. » J'ai levé les yeux de la buanderie. « Quel genre de faveur ?» Elle sourit, d'un sourire crispé qui n'atteint pas tout à fait les yeux. « Juste quelque chose de simple. Des papiers, en fait. C'est pour la maison. » Mon corps s'est raidi. « Qu'en penses-tu ? Cela faciliterait les choses si c'était à mon nom, a-t-elle déclaré. Tu sais, pour les impôts. Pour un refinancement. Pour une demande de prêt immobilier. Rien ne change. Tu vivrais toujours ici, bien sûr. Je vis toujours ici. Dans ma propre maison. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, dis-je doucement en pliant une serviette avec un soin délibéré. Lorraine soupira, comme si j'étais difficile. Ce n'est qu'une signature. Tu n'aurais même pas besoin d'aller nulle part. Walter pourrait la faire authentifier, s'il est encore en vie. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Le silence qui suivit fut épais. Non. Elle l'a répété, stupéfaite. Non. Non, Lorraine. Cette maison est toujours à mon nom. C'est la seule chose que ton père et moi avons construite ensemble. Je ne le signerai pas. Ses lèvres se sont serrées. Elle se leva brusquement et quitta la pièce. Je pensais que ce serait la fin. J'ai eu tort. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique de ma banque. Ils avaient des questions sur une demande de prêt hypothécaire liée à mon adresse. Déconcerté, j'ai demandé plus d'informations. C'est à ce moment-là que j'ai appris que Lorraine avait tenté d'obtenir une ligne de crédit sur valeur domiciliaire à son nom, en utilisant ma maison. En utilisant de faux documents la désignant comme propriétaire principal. J'ai demandé des copies. La banque, sentant que quelque chose n'allait pas, s'exécuta. C'était là. La signature de ma fille sur des papiers affirmant qu'elle était la propriétaire légitime. Qu'elle avait hérité de la propriété. Qu'elle prenait désormais soin de sa mère âgée et gérait toutes les décisions financières. J'ai regardé les documents pendant un long moment. Mes mains tremblent. Il ne s'agissait plus d'un manque de respect. C'était un vol. Ce soir-là, je l'ai confronté calmement. J'ai parlé à la banque, dis-je, debout sur le pas de la porte de sa cuisine immaculée. Je sais ce que tu as fait. Elle n'a pas bronché. Elle s'est servi un verre d'eau. Tu ne devrais pas fouiller dans des choses que tu ne comprends pas, maman. Je comprends parfaitement, dis-je. Vous avez essayé de voler cette maison. Elle s'appuya contre le comptoir, sirotant son eau. Ensuite, posez le verre. Regarde, dit-elle, la voix soudainement aiguë. Tu ne rajeunis pas. Tu ne travailles pas. Tu ne contribues pas. Tu ne fais qu'occuper l'espace. Je m'occupe de cette maison, dis-je. Je cuisine. Je fais le ménage. Tu existes. Elle l'interrompit. Comme du papier peint. Ça fait mal. Mais j'ai tenu bon. Et pourtant, dis-je. C'est mon nom sur l'acte. Son visage s'est déformé. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose. Panique. Rage. Le droit un flash derrière ses yeux. Puis elle a ri. Un son sec et sans humour. Tu penses que ça compte, dit-elle. Tu crois que ce papier veut dire quelque chose? Il ne veut rien dire. Cette maison ne t'appartient pas, maman. Pas vraiment. Tu vis ici parce qu'on te l'a permis. Parce que j'ai eu un moment de culpabilité et j'ai pensé que ce serait peut-être bien d'avoir ma famille autour de moi. Mais soyons honnêtes. Personne ne t'a retenu ici par amour. J'ai senti ces mots atterrir. Un par un. Comme des pierres sur un cercueil. Elle n'avait pas fini. Et si tu ne coopères pas, dit-elle en s'approchant? Alors peut-être que tu ne devrais pas être ici du tout. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, dit-elle lentement. Tu as une semaine pour partir. Ou j'appelle la police et je leur dis que tu es en violation de propriété. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Ma fille ne voulait pas simplement que je parte. Elle voulait tout. La maison. L'histoire. L'héritage. La liberté de m'effacer sans conséquence. Elle a pris mon silence pour une reddition.
Mais elle a oublié. Ce n'est pas moi qui ai fait d'intrusion. C'est moi qui possédais la terre sous ses pieds. Il était un peu plus de 3 heures du matin lorsque je me suis levé sans faire de bruit. J'avançais lentement, délibérément après tout, j'avais préparé cette soirée dans ma tête depuis des semaines. La maison était silencieuse. Eric dormait probablement dans la chambre à l'étage. Lorraine aussi, ou peut-être pas. Elle avait l'habitude de consulter les informations de son téléphone sous les couvertures jusqu'à ce que sa batterie soit déchargée. Quoi qu'elle fasse, je m'en fichais. J'ai ouvert mon placard et j'ai sorti la petite valise que je n'avais pas touchée depuis des années. À l'intérieur, j'ai rangé l'essentiel, quelques vêtements propres, mon portefeuille en cuir usé, l'acte de mariage que Paul et moi avions signé en 1967, son acte de décès et, surtout, le titre de propriété de la maison. Ma main effleura la photo que je gardais dans un cadre argenté sur ma table de nuit. Paul en costume de mariage, souriant comme un enfant. Moi, dans la robe crème que maman m'avait aidé à coudre. Je rangeai la photo dans l'étui, pliée dans du tissu avec autant de soin que si elle était en verre. Ensuite, je me suis assis à mon petit bureau et j'ai écrit un mot. Ce n'était pas long. Ce n'était pas nécessaire. Lorraine. Je ne te déteste pas. Mais j'en ai assez de mendier pour avoir une place dans une maison que j'ai payée de ma vie. Je n'ai plus rien à donner. Et il n'y a plus rien à demander. J'ai plié la lettre et je l'ai placée délicatement sous la théière en porcelaine qu'elle ignorait toujours sur le comptoir de la cuisine. Puis j'ai enfilé mes chaussures, ouvert la porte arrière et suis sorti pour la dernière fois. L'air du début du printemps était vif, chargé de cet étrange parfum doux amer de jasmin et d'asphalte. Tandis que je descendais la rue, ma valise roulait silencieusement derrière moi. Je ne me suis pas retourné. Pas une seule fois. Je me suis installé dans un petit motel près de l'autoroute. Propre. Sans chichi. Le genre d'endroit où personne ne pose de questions tant qu'on paie en espèces. Je suis resté assis sur le bord du lit pendant un long moment, à regarder les gobelets emballés dans du plastique près du lavabo, l'écran de télévision clignotant diffusant des talk-shows de fin de soirée en sourdine. Puis j'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti la carte que je gardais. Walter Brenet. Avocat à la retraite. Le meilleur ami de mon mari depuis le lycée. Il était présent à notre mariage. Il était là quand Paul est tombé malade. Il était là quand Paul est décédé. Et grâce à Dieu, il était encore en vie. J'ai composé le numéro. Evelyne, dit-il, la voix groggy mais alerte. Tout va bien? J'ai besoin de parler, ai-je dit. Aujourd'hui. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a juste dit. 10 heures chez moi. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Non pas par peur, mais grâce à l'étrange calme qui s'était installé dans ma poitrine, celui qui suit la dernière page d'un long et douloureux chapitre. À 9h45, j'attendais déjà devant sa porte, valise à la main, prête pour la prochaine phrase d'une histoire que j'allais désormais écrire pour moi-même. J'ai sonné à la porte de Walter. Il vivait dans un bungalow entouré d'agrumes et de colibris. Il ouvrit la porte en cardigan et pantoufles, ses lunettes de lecture perchées sur son front. « Entrez, dit-il. Tu as une mine d'enfer, mais tu l'as toujours fait dès le matin. » J'ai ri. La première fois depuis des semaines. Nous étions assis à sa table de cuisine pendant que je disposais les papiers à l'acte, le contrat d'achat original de 1983, les factures d'impôts fonciers tous à mon nom. Elle a essayé de te la prendre, marmonna Walter en les feuilletant, mais elle ne peut pas, légalement. Elle n'a aucun argument valable, Evelyne. Cette maison est à toi, jusqu'au dernier centimètre. Je veux le vendre, dis-je, le plus tôt possible. Il haussa un sourcil. Es-tu sûr? Ouais. Il n'a pas posé de questions, il a simplement hoché la tête lentement. Je vais préparer les garanties nécessaires. Il vous faudra un agent immobilier. J'ai déjà quelqu'un en tête. J'ai quitté la maison de Walter et j'ai marché 2 pâtés de maison jusqu'à une petite agence immobilière avec une porte vitrée et un panneau lavande sur lequel était écrit Jessica Tran Realty. Jessica était jeune, les yeux brillants, la trentaine. C'était la fille d'une femme avec qui j'avais travaillé à la bibliothèque, et je me souvenais qu'elle venait après l'école pour faire ses devoirs dans le coin lecture. Je lui ai dit ce dont j'avais besoin. Je veux que la propriété soit mise en vente cette semaine. Pas de retard. Pas de visite libre. Il suffit de la faire visiter en privé, uniquement aux acheteurs sérieux. Jessica cligna des yeux, puis hocha la tête.
Compris. Je m'en occupe personnellement. Ce soir-là, nous nous sommes retrouvés à la maison, chez moi. J'ai attendu dans la voiture pendant qu'elle parcourait le périmètre, prenant des photos, prenant des notes. Je ne voulais plus entrer. Plus maintenant. À son retour, elle m'a tendu un presse-papier. Le marché est en plein essor, dit-elle. Vous recevrez plusieurs offres si nous agissons vite. Mais d'abord. Elle tendit un stylo. Vous devez autoriser l'inscription. J'ai pris le stylo. J'ai pensé que ma main allait peut-être trembler, que j'hésiterais, mais ce ne fut pas le cas. Ma signature était stable. Mon cœur, encore plus stable. Le son de ce stylo grattant le papier était la rébellion la plus douce que j'ai jamais faite et la chose la plus forte que j'ai jamais dite à ma fille. Cette nuit-là, je ne l'ai pas fait. J'ai réservé un nouvel hôtel, plus proche du centre-ville, et je me suis endormi avec les rideaux ouverts, laissant les lumières de la ville me rappeler que je ne vivais plus sous le toit de personne. Je récupérais le mien. Jessica s'est déplacée plus vite que je ne l'avais prévu, plus vite que je n'osais l'espérer. À 8h14 précise, son annonce a été mise en ligne. 3 photos haute résolution, une description concise du caractère, de l'emplacement et du potentiel de la propriété. Aucune mention des occupants actuels juste. Charmante maison victorienne de 3 chambres avec jardin arboré et prestations haut de gamme. Propriété depuis 1983. À 10h du matin, son téléphone vibrait sans arrêt. À midi, elle avait montré la propriété virtuellement à 2 acheteurs en espèces de l'extérieur de la ville et à un jeune couple qui déménageait pour le travail. À 16h, il y avait 3 offres sur la table, toutes au prix fort ou plus. Le premier était un entrepreneur technologique qui souhaitait un endroit calme pour se déconnecter. Le deuxième, un couple de sœurs qui cherche à rénover et à revendre. La troisième était une femme divorcée d'une 50aine d'années nommée Diane, qui avait récemment reçu un accord et cherchait un endroit où prendre un nouveau départ. J'ai choisi Diane. Pas à cause de l'argent même si son offre était la plus claire, entièrement en espèces. Mais parce qu'elle parlait à Jessica avec le genre de voix que j'avais avant. Fatiguée, gentille et ferme. Jessica m'a envoyé le contrat par SMS. Je l'ai examiné en silence, mes lunettes de lecture posées bas sur mon nez, les mains stables. J'ai cliqué sur « Signer ». C'était fait. Au coucher du soleil, la maison n'était plus à moi, mais elle n'était plus non plus à elle. J'étais assis dans ma chambre de motel, regardant la lumière orange se répandre sur les stores, le ciel se fondant dans des nuances de lavande et d'acier. Mon téléphone vibrait à côté de moi. Laurence. Je n'ai pas répondu. L'appel suivant est arrivé 20 minutes plus tard. Puis un autre. Puis un autre. Au moment où j'avais fini de me brosser les dents, elle avait appelé cette fois. Pas de messagerie vocale. Pas de texte. Elle ne voulait pas s'expliquer, elle voulait avoir le contrôle. J'ai mis le téléphone en mode silencieux et je l'ai placé, écran vers le bas, sur la table de nuit. Le lendemain matin, le monde de Lorraine a changé. À 8h30, un coursier est arrivé à sa porte avec une enveloppe certifiée. À l'intérieur le transfert légal de propriété. Signé. Notarié. Irrévocable. La propriété appartient désormais à Diane Westfield, avec effet immédiat. Il était accompagné d'un avis officiel de résiliation du bail. 7 jours pour quitter les lieux. Où le nouveau propriétaire avait le droit de poursuivre l'expulsion légale. L'enveloppe portait mon nom dans la ligne d'expéditeur. Pas maman. Pas Evelyne. Juste chez Collins. J'imagine que Lorraine est restée là un moment, relisant les pages, cherchant une échappatoire, une clause manquante. Mais il n'y en avait pas. Ce qu'elle n'a jamais compris pas une seule fois c'est que je n'avais jamais besoin de crier. J'avais juste besoin de me souvenir de ce qui m'appartenait. Et utiliser-le. À midi, Jessica m'a envoyé un SMS pour me faire savoir qu'elle avait reçu un message vocal de quelqu'un qui semblait paniqué. Lorraine l'avait appelé, se faisant passer pour la véritable propriétaire, pour tenter de contester la vente. Jessica a simplement répondu. Tous les documents ont été vérifiés et classés aux archives du comté. Mademoiselle Collins est l'unique propriétaire légale et a exercé ses droits en toute compétence. Cette conversation est close. Lorraine m'a ensuite appelé 8 fois. Elle a laissé un message. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas vendre cette maison. On vit ici. Tu perds la tête?
Rappelle-moi. S'il te plaît. Ce n'est pas drôle. Encore ce mot. Nous. Elle n'a jamais dit toi. Elle n'a jamais dit une seule fois tu as construit ça, ou tu as vécu ici en premier, ou je suis désolé. Non. Dans son esprit, nous j'ai vécu là-bas. Et maintenant nous était en train d'être supprimés. Mais je n'étais pas, nous. Pas plus. À l'heure du dîner, mon téléphone avait sonné 24 fois. Je n'ai pas décroché une seule fois. J'ai regardé le soleil se coucher sur l'horizon à travers les rideaux du motel. Dehors, les voitures se déplaçaient comme des fourmis dans les veines rougeoyantes du trafic. À l'intérieur, je sirotais le même genre de thé que Paul me préparait pendant les nuits orageuses. Lorraine n'a pas laissé de deuxième message vocal. Elle savait déjà que je ne bluffais pas. Et je ne revenais pas. Il n'a pas fallu longtemps pour que les voisins s'en rendent compte. Au milieu de la semaine, les rumeurs ont commencé. Les voitures ralentissaient un peu en passant devant la maison. Les arroseurs de pelouse sifflèrent jusqu'au silence, juste assez longtemps pour que quelqu'un derrière les haies puisse marmonner. Est-ce la fille qui se fait expulser? Vendredi, les rumeurs avaient un rythme. Elle va se faire expulser. Non, elle est accroupie. Tu y crois? Sa mère a vendu la maison sans rien dire. Je pensais que cet endroit appartenait à la famille. Et le pire de tout? Celui qui a résonné longtemps après la fermeture des portes. Imaginez que vous soyez expulsé de la maison de votre mère. Je ne peux même pas imaginer. Oh, mais je les ai entendus. Elle est sortie ce matin-là avec ses lunettes de soleil, un rouge à lèvres trop vif et le menton anormalement haut. Mais les poches en plastique sous ses yeux et la tension dans sa mâchoire trahissaient la vérité. Elle a fait ses bagages lentement, espérant que quelqu'un, n'importe qui, interviendrait. Que j'apparaissais avec un changement d'avis. Qu'un miracle défrait la chose même qu'elle m'avait mis au défi de faire pendant des années. Mais aucun miracle ne s'est produit. Juste le silence. Et un camion de déménagement. Elle a dû payer elle-même. Quand elle a finalement descendu ses valises sur les marches du Porsche. 200 sonites chères, pleines à craquer. Elle serrait son téléphone comme une bouée de sauvetage. Il bourdonnait toutes les quelques minutes avec des mises à jour de spam, des numéros inconnus. Mais pas de moi. Pas une seule fois. Elle a appelé encore et encore et encore. Je n'ai pas décroché. Pas parce que j'étais cruel. Mais parce que j'avais déjà dit tout ce que j'avais à dire. Elle ne m'avait jamais entendu auparavant. Elle n'avait jamais parlé qu'à moi. Et maintenant? Mon silence était le message le plus fort que je pouvais envoyer. Eric ne l'a pas aidé à porter quoi que ce soit. Il se tenait près de la voiture, les bras croisés, les yeux au loin. Quand elle a essayé de lui tendre l'un des sacs, il a reculé. « Je vais chez ma mère », dit-il d'un ton neutre. « Je ne savais pas que tu étais allé aussi loin », Lorraine cligna des yeux. « Eric. » Il n'a pas attendu qu'elle ait fini. Il a simplement secoué la tête, est monté dans la voiture et est parti. Elle se tenait là, seule, sur le trottoir. Avec 2 valises et un téléphone auquel personne ne répondait. Cette nuit-là, vers 21h, j'ai entendu frapper à la porte de sécurité de mon nouvel appartement. Je venais de préparer du thé à la menthe et à la camomille. La ville brillait au-delà des vitres, les gratte-ciels ressemblant à de hautes bougies vacillant dans la nuit. Ma nouvelle maison sentait le cirage à bois et le calme. Le genre de calme que je n'avais pas connu depuis des années. J'ai vérifié le moniteur. Laurence. Son maquillage était taché. Elle ne portait pas de lunettes de soleil cette fois. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle a encore bourdonné. Puis je me suis agenouillé au milieu du trottoir devant la porte. Au début, elle n'a rien dit, elle a juste levé les yeux vers la caméra, les lèvres entr'ouvertes, tremblantes. Finalement, elle a parlé. « Maman, je suis désolée. Je n'ai pas bougé. S'il te plaît, murmura-t-elle. Laissez-moi entrer. Juste un instant. Je n'ai nulle part où aller. » L'interphone était silencieux. Elle a joint ses paumes, comme elle l'avait fait à l'âge de 5 ans, priant pour un nouveau vélo. Comme si ça fonctionnerait à nouveau. S'il te plaît, maman. J'ai regardé encore un moment. Puis je me suis levé, je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai tiré le rideau. Je ne l'ai pas fait par colère, juste par certitude. Elle m'avait appris une leçon que je n'ai jamais voulu apprendre. Que même ceux que vous aimez le plus peuvent franchir une ligne.
Et parfois. Tu ne reviens pas.